Voilà pour Atlas de Battles et leur morceau de matrock tout à fait étonnant et qui va très bien dans notre thématique sur les sciences. Alors je vais vous parler tout de suite de livres là pour le coup scientifiques. Il y a également Emma qui suivra avec sa dernière chronique. Donc je voulais vous parler de plusieurs livres de sciences, dont une collection en réalité. Je signale tout de même que nous avons acquis récemment plusieurs livres de la collection 3 minutes pour comprendre. C'est une collection qui, comme son nom l'indique, propose des fiches qui se lisent en 3 minutes pour comprendre. Alors ça, suivant les thématiques qui sont éditées, il y en a beaucoup en sciences. Il y a par exemple 3 minutes pour comprendre les théories de Hawkins, 3 minutes pour comprendre la relativité, 3 minutes pour comprendre les théories, les 50 plus grandes théories scientifiques, etc. On a celles que je viens de vous citer, on en a d'autres sur d'autres thématiques que les sciences, comme la philosophie et je crois même les religions. C'est des livres qui sont extrêmement bien faits. C'est pas toujours le cas de livres qui sont comme ça extrêmement. C'est plus que de la vulgarisation. Là, c'est presque des fiches Wikipédia imprimées, mais elles sont extrêmement bien faites parce que elle propose beaucoup d'imagerie, beaucoup de graphiques, beaucoup d'images pour comprendre des théories qui sont souvent très difficiles d'ailleurs à appréhender. Et pour l'avoir testé, c'est réellement fait en 3 minutes. C'est-à-dire que vous prenez une page par théorie expliquée par exemple. Vous mettez vraiment 3 minutes à la lire et 3 minutes à la comprendre. Donc c'est des livres qui sont extrêmement bien faits. Si vous avez besoin de travailler sur des thématiques scientifiques, ils sont là pour vous. Ou si vous avez juste envie d'en apprendre un peu plus sur certaines thématiques, c'est là pour vous aussi. Mais je voulais vous parler surtout d'une collection qui s'appelle Sciences ouvertes. Alors Sciences ouvertes propose des ouvrages de sciences écrits par en général des grandes personnalités du monde des sciences, des professeurs, des scientifiques, des vulgarisateurs. C'est à chaque fois des livres de vulgarisation. J'en ai 3 sous le coude, 3 qui sont très différents. On a une histoire de la lumière, ça c'est une nouveauté, ça vient juste d'être acheté et ça vient juste d'être republié. En fait, c'est un livre qui avait été publié dans les années 80. Qui propose une histoire de la lumière de Platon au photon, sachant que la lumière la science autour de la lumière a connu de grandes nouveautés ces dernières années. Voilà, tout est appréhendé là-dedans. C'est également une manière très intéressante d'aborder l'histoire des sciences, tout simplement, sans être forcément focalisé sur donc la physique et la lumière. Bernard Maïté qui écrit ce livre, écrit vraiment bien. Ça reste quand même un livre de science. Il fait également, il est assez épais. Il doit faire 350 pages, mais c'est pas mal pour appréhender cette notion-là. Plus léger, mais pas moins sérieux, un livre de Thomas Lepelletier, qui est historien et philosophe des sciences à l'université de Oxford, s'il vous plaît, qui avait déjà écrit des choses sur l'évolution. Là, il vient avec un livre qui se nomme Univers parallèle. C'est bien un livre de science, pas de science-fiction. En fait, c'est un livre très intéressant également pour aborder l'histoire des sciences de manière large, puisqu'il tire de l'histoire des sciences toutes les théories qui pourraient t'amener à penser qu'il existe des mondes parallèles. Alors, il n'en fait pas la preuve dans ce livre-là, mais il les met ensemble et il prouve par là déjà qu'il y a une continuité au niveau de la pensée scientifique à imaginer des théories qui peuvent proposer des mondes parallèles. Ça se lit quasiment comme un livre de science-fiction, c'est hyper intéressant. Thomas Lepelletier a une écriture pour le coup très facile, très abordable et plutôt très agréable à lire. Donc si vous avez envie de vous faire un petit livre de science sans se prendre la tête, étant donné qu'on est en été, on n'a pas le droit de se prendre la tête, vous pouvez prendre le Thomas Lepelletier Univers parallèle. Et je vous en ai trouvé donc un dernier de cette collection Sciences ouvertes. Alors c'est une collection qui est au Seuil, j'ai oublié de le dire, les éditions du Seuil. Donc la dernière collection que je voulais vous présenter, le dernier titre de la collection Sciences ouvertes que je voulais vous présenter là, c'est un livre de Mick O'Hare. Oui, c'est un nom, j'imagine, irlandais.
en tout cas c'est traduit de l'anglais, qui s'appelle tout simplement Comment fossiliser son hamster et autres expériences épatantes à faire chez soi. C'est un livre qui propose réellement des expériences absolument étonnantes. Alors évidemment, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman, pour le coup, c'est vraiment des expériences. Ça se lit quasiment comme un livre de recettes. Il vous propose réellement de comprendre comment on peut fossiliser son propre hamster, mais même si ça fait un joli titre, c'est pas l'expérience la plus intéressante du livre. Il y a des expériences, par exemple, assez étonnantes pour visualiser son échelle d'ADN. Alors ça c'est très étonnant, j'avoue que je l'ai pas fait, mais j'ai lu l'expérience et ça a l'air vraiment très très étonnant. Ce sont que des expériences comme ça, incroyables, étonnantes, que vous pouvez réellement faire chez vous. Donc comment fossiliser son hamster, de Mick O'Hare. Venez donc dans les rayons sciences pour voir ces livres-là. Je voulais vous parler un tout petit peu plus longuement, mais bon, l'heure avance, je ne vais pas en parler aussi long que ce que j'aurais voulu. À signaler aussi sur la thématique de l'évolution, nous avons acheté le dernier livre de Pascal Pic, qui est un grand scientifique qui a beaucoup travaillé la question de l'évolution, qui nous a sorti un livre sur Le monde a-t-il réellement été créé en 7 jours. Un excellent livre de science, de vulgarisation sur l'évolution. Pareil, pour remettre aussi un petit peu en ordre les idées préconçues que l'on a parfois sur les théories de l'évolution, les théories qui sont issues des découvertes ou des théories de Darwin. C'est un tout petit livre, Pascal Pic, vous trouverez ça au rayon sciences donc. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre un peu plus généraliste, mais pas moins important. C'est le livre sur les impostures scientifiques. L'imposture scientifique en 10 leçons de Michel de Pracontal. Alors Michel de Pracontal, c'est un journaliste. Là, c'est pas un scientifique, mais ça reste un journaliste des sciences. Il a travaillé avec énormément de revues, mais entre autres Science et Vie, Le Nouvel Observateur. Et il travaille maintenant à la rédaction de Mediapart. Et il nous propose dans ce petit livre un ensemble de réflexions sur comment décrypter une imposture scientifique. C'est un livre qui remet en place beaucoup d'idées préconçues que l'on a sur les sciences, qui explique également pourquoi les sciences, et particulièrement actuellement, sont assez remises en question par le grand public. Le grand public souvent n'arrive pas à retrouver le vrai du faux de certaines annonces, notamment tout ce qui est science et pseudosciences, évidemment. À travers plusieurs exemples, Michel de Pracontal. Alors c'est un livre, L'imposture scientifique en 10 leçons, qui a été au départ édité à la fin des années 80. Et il a repris et réactualisé. Il y a beaucoup d'exemples maintenant qui datent donc des années 90 jusqu'à maintenant, ce sont des exemples qu'il a pris pour illustrer ces 10 leçons d'imposture scientifique. Vous allez reconnaître là-dedans énormément d'affaires scientifiques un petit peu connues. Je pense, et c'est l'un des thèmes centraux en fait du livre, à l'affaire du sang contaminé. C'est pour Michel de Pracontal un petit peu le point de rupture entre la confiance qu'avait le grand public envers la science, ou plutôt envers le monde scientifique et la façon dont le monde scientifique s'autorégulait pour dénicher, avant même publication, les imposteurs des réels scientifiques. Là, l'affaire du sang contaminé a révélé non seulement des problèmes dans la publication de revues qui étaient censées être sérieuses, d'informations scientifiques qui en fait se sont révélées être des pures impostures, mais aussi comment on appelle ça, lorsqu'un scientifique a des intérêts, un conflit d'intérêts que les scientifiques ont parfois entre leur laboratoire et les financements qui sont liés à leur laboratoire, évidemment, mais aussi les revues scientifiques
qui parfois relaye des informations qui n'ont pas été vérifiées avant. Enfin, il fait un état des lieux un petit peu de la communication scientifique à travers cette affaire du sang contaminé, mais il y a plein d'autres affaires également. Il évoque la théorie de la mémoire de l'eau, par exemple, d'autres théories bien plus fantaisistes, celle des télékinésistes, celle des sarcophages qui étaient censés vous procurer les mêmes sensations que le LSD, ce genre de choses. C'est souvent très drôle. C'est écrit donc par un journaliste, donc c'est très facile à lire. Alors l'écriture est peut-être moins agréable que celle par exemple de Thomas Lepelletier, dont je parlais tout à l'heure avec le livre Univers parallèle, mais ça reste assez facilement appréhendable et ça donne des clés. Et ça, c'est très précieux. Ça donne des clés pour appréhender certaines affaires scientifiques qui sortent même dès maintenant. Et ça permet d'activer, on va dire, à peu près une méfiance envers les lancers de nouvelles que l'on a dans les sciences à peu près tous les jours. Voilà pour les chroniques autour des livres sur les sciences. Venez les emprunter donc à la médiathèque au rayon sciences et développement durable. Je vous laisse maintenant avec la dernière chronique d'Emma qui va vous parler de littérature et de sciences. Je voulais insérer dans ce podcast un roman, car il en est des romans comme parfois une perle dans une huître. Certaines perles sont plus parfaites que d'autres. C'est pourquoi mon coup de cœur littéraire de ce mois revient au dernier roman de Jérôme Ferrari, Le Principe. Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome, qui cette fois nous fait voyager au cœur de la mécanique quantique, avec la vie et l'œuvre d'un homme, Werner Heisenberg. Heisenberg, physicien allemand, prix Nobel de physique de 1932, pour son fameux principe d'incertitude, qui a révolutionné la physique moderne. Alors quel est donc ce principe, cette incertitude fondamentale ? Eh bien en fait, les particules subatomiques ont une nature indéterminée. Elles peuvent soit se définir en tant qu'ondes, soit en tant que particules. On ne peut pas déterminer à la fois la vitesse et la position d'une de ces particules. Incroyable. Et Jérôme Ferrari a brillamment illustré cette théorie dans la forme littéraire de son roman. Roman donc à double vitesse et à double positionnement. L'auteur mêle à la fois sa propre vie à celle d'Heisenberg, deux temps de vie, deux temps historiques qui se répondent. Un principe littéraire qui confère à ce roman une énergie intense pour une lecture temporelle très courte et qui nous envoie à chaque fois des petites décharges électriques. Une théorie de la mécanique quantique pour laquelle les physiciens de tous bords ont travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour finalement aboutir à la fission de l'uranium et à la douloureuse bombe atomique. Contexte historique où les scientifiques ont du mal à se positionner politiquement, moralement et qui se retrouvent face à un temps dont la vitesse ne peut plus être contrôlée. Alors 6 août 1945, Hiroshima. Alors 9 août 1945, Nagasaki. Nous approchons bientôt du 70e anniversaire de ces deux dates qui ont marqué au fer rouge l'humanité entière. C'est pourquoi je voulais vous lire un petit extrait du roman. Le 6 août 1945. Toutes les communications sont coupées avec Hiroshima sans raison apparente. Quelques heures plus tard, un avion envoyé de Tokyo survole un tas de ruines fumantes, s'étendant à perte de vue. La bombe a surpassé tous les espoirs qu'on plaçait en elle. Ses rayons ont consumé la chair de ceux qu'elle a effleurés. Elle a plongé dans la nuit les yeux fascinés qui de loin se sont tournés sans méfiance vers son incandescence magnétique comme vers la lumière amicale d'une étoile. Et elle a gravé pour toujours les motifs sombres des kimonos dans la peau blanche des femmes. L'onde de choc a traversé la ville et fait vibrer les corps jusqu'à la rupture, brisant les organes, abattant les édifices qui ont été engloutis dans une tempête de feu, attisés par la violence de vents inconnus, tandis qu'une colonne de gravats et de cendres était aspirée si haut dans le ciel qu'elle souillait les nuages et faisait ruisseler sur le front des survivants les lourdes gouttes d'une pluie noire et grasse. La bombe a fait connaissance avec ses victimes, dont certaines, parce qu'elle a offert à la mort de nouveaux visages, n'appartiennent qu'à elle. Et parmi celles-ci, il en est qui ont, plus que d'autres, partagé son intimité et saisi la singularité inédite de son essence. Voilà un texte à en pleurer, un texte poignant, déchirant, d'une beauté radicale.
à en couper le souffle et à en couper mon micro. Avec un morceau de Blur, There Are Too Many of Us, un morceau tiré de leur dernier album, de Magic Whip, donc Blur qui n'avait pas fait d'album depuis très longtemps. En fait, le groupe s'était même carrément séparé il y a une dizaine d'années. Ils s'étaient regroupés pour faire quelques tournées il y a maintenant 2 ou 3 ans. Damon Albarn, son chanteur, était parti faire beaucoup de choses en solo et dans d'autres groupes, notamment dans Gorillaz, que vous avez probablement déjà entendu. Enfin, peu importe, le groupe s'est reformé. Il nous propose un disque tout à fait étonnant, surtout pour du Blur. Je vous laisse écouter There Are Too Many of Us. Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit suivant le moment où vous écoutez cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire, d'écouter de la musique. On n'a pas parlé de films, mais pour les autres aussi, de voir des films. Je vous retrouve donc très bientôt à la médiathèque ou au plus tard dans un prochain podcast d'ici 2 semaines. Merci, adios.